Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo qui va changer un petit peu du format habituel, puisqu'au lieu de vous faire une vidéo pour une seule arme, et bien dans cette-ci on va balayer tous les fusils suisses. Et quand je dis tous, c'est-à-dire du Vetterli jusqu'au SIG 550, qui est pour l'occasion un PE90. Donc il y a plusieurs parties dans cette vidéo, vous avez un timecode dans la description qui vous permet d'aller à tel ou tel modèle. La première partie sera consacrée au fusil Vetterli. On passera ensuite en deuxième partie sur les fusils à culasse rectiligne jusqu'au K31. La troisième partie sera dédiée au FSA, au fusil semi-automatique avec ce STG 57 et le SIG 550. Et la dernière partie sera consacrée aux fusils de tireurs d'élite K31, 42 et 43 et ZFK 55. Hop hop hop, avant de continuer la vidéo, et une fois n'est pas coutume, je vais faire mes remerciements ici, car c'est important. Déjà, merci à l'Armerie Hésistoire pour la mise à disposition de ces locaux et surtout la possibilité de filmer les K31-42 et K31-43 de tireurs d'élite, car ce sont des armes difficiles à trouver et réunir ces deux-là en même temps reste assez exceptionnel. Et enfin, merci au président du club qui nous a permis de filmer dans son stand, car trouver un lieu qui soit suffisamment réceptif au tournage de vidéos n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, et sans cela, ça serait très compliqué de vous présenter du tir. Bon visionnage. Avant de commencer cette partie sur les fusils Vetterli, sachez que je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque modèle, car mine de rien, les fusils Vetterli, c'est un thème de collection à part entière. Donc pour approfondir le sujet, je vous conseille les deux excellentes vidéos de Fabien sur la chaîne Block on the Range, qui a consacré 2 vidéos sur les fusils Vetterli. Je précise que les vidéos sont en français, donc allez y faire un tour. Alors le fusil Vetterli, c'est un fusil suisse à répétition manuelle, doté d'un magasin tubulaire et chambrant le 10,4 par 38 mm. Je précise que la version que j'utilise dans la vidéo est le modèle 1871 et non le modèle d'origine 1869, mais on y reviendra. Les années 1860 sont marquées par la guerre de sécession et de profonds changements dans l'armement léger. L'armement durant ce conflit est très hétéroclite, et si je commence par vous en parler, c'est que les observateurs européens vont en tirer des conclusions. Et je dirais que dans le cas de la Suisse, ça va mener à l'adoption d'un fusil à répétition. Mais il faut bien comprendre que la période est pleine de changements dans les systèmes d'armes. Et justement, si on prend la guerre de sécession, on observe que si les fusils majoritairement utilisés seront des armes à percussion et chargement par la bouche, eh bien ils côtoient aussi des armes à chargement par la culasse, mais toujours à percussion, mais surtout des armes à répétition manuelle, utilisant des cartouches à percussion annulaire. La quantité est faible bien sûr, et parfois même anecdotique. Mais 2 armes très connues du conflit sortent du lot, le Spencer 1861 et le Henry 1860. C'est surtout la dernière qui est intéressante, car il s'agit tout de même d'une arme à répétition d'une capacité de 16 cartouches, ce qui est énorme pour l'époque. Mais problème, bon déjà le prix de l'arme et des munitions est bien supérieur au fusil classique monocoup. Ensuite le mécanisme est beaucoup plus sensible aux éléments extérieurs comme la boue et la poussière. Le magasin tubulaire pouvait occasionner des accidents avec des munitions qui se percutent les unes des autres dans le tube. Et enfin, l'action de levier sous garde est très problématique pour tirer couché. Point essentiel dans tout ça, mais la Henry sacrifie aussi la puissance du gros calibre au profit d'un calibre plus petit, mais qui peut être tiré plus rapidement. Donc dans cette période de transition et d'observation du conflit américain, les Suisses vont être attirés par la remplaçante de la Henry, la Winchester 1866. Cette modèle 1866 sera vraiment appréciée et une commande sera demandée pour 8000 armes en octobre 1866, mais chambrée dans un calibre suisse. Le mois suivant, c'est même une commande de 110 000 armes qui est envisagée, mais seulement si ces Winchester 1866 sont fabriquées en Suisse. Bon, petit problème, mais l'usine aux États-Unis n'est pas disposée à fournir une telle quantité dans un court laps de temps, surtout qu'il faut que Winchester développe l'arme dans un nouveau calibre. De plus, il y a une certaine pression politique dans ces années-là qui tend plutôt à favoriser une arme fabriquée en Suisse et surtout qui est disponible rapidement. La pression que subit la Suisse à ce moment-là est plutôt liée à son voisin
belliqueux, la Prusse. Quelques mois avant, en juillet 1866, le royaume de Prusse vient d'infliger une cuisante défaite à l'Empire autrichien, sachant qu'il venait 2 ans auparavant de mettre à terre le royaume du Danemark. Et un des facteurs qui est souvent mis en avant concernant ces différentes guerres, c'est bien l'utilisation du fusil Dries. Le fusil Dries est un fusil monocoup à poudre noire, mais il se charge par la culasse avec des cartouches papier. La mise à feu est effectuée avec une aiguille qui vient percer l'amorce. Je ne vais pas débattre ici sur les avantages et inconvénients du système à aiguille et des cartouches papier, mais il est clair que face à des fusils à chargement par la bouche, le nombre de tirs par minute que peut effectuer un fantassin est décuplé. Si on prend par exemple le Springfield 1861, on considère qu'on peut tirer 3 coups par minute, alors qu'avec le Dries, ça monte facile à 6. Donc oui, un volume de feu 2 fois plus important. La Suisse a beau être bien protégée par ses montagnes et son lac de Constance, elle sent le besoin de changer le fusil du fantassin pour contrer le Dries prussien. Et la réponse sera le Vetterli 1869. Alors évidemment entre 1866 et 1869, il y a eu un peu de temps qui se passe puisqu'il y a la réflexion sur la Winchester 1866 qui sera finalement abandonnée. Puis des tests qui seront faits auprès de différents inventeurs, sans parler des Peabody 1867 qui seront achetés comme supplétifs. Enfin, bon, encore une fois, je balaye ça de manière assez rapide. Car ce qui nous intéresse, c'est bien le fusil Vetterli. Donc c'est quoi, ou plutôt c'est qui? Le fusil est l'œuvre de Friedrich Vetterli, un armurier suisse, qui a travaillé notamment en France, à Saint-Étienne, avant de se voir proposer le poste de second directeur technique en juin 1864, dans le nouveau département armes de cette aujourd'hui célèbre firme, SIG. Schweizerische Industriegesellschaft. Société industrielle suisse en français, ça marche aussi. On voit qu'il arrive quand même au bon moment pour proposer son système. Et son système, c'est quoi? C'est un fusil qui reprend le magasin tubulaire de la Winchester 1866, avec une insertion des cartouches par une fenêtre située sur le côté droit du boîtier. Selon la littérature, la culasse serait inspirée par le chassepot français et le Dries allemand. Personnellement, j'ai pas eu le temps de regarder en détail la culasse du Vetterli et une nouvelle fois, je vous renvoie vers la vidéo de Fabien qui a regardé tout cela en détail et qui a une conclusion différente. Le modèle 1869 chambre le 10,4 par 38 mm, une cartouche à percussion annulaire qui était déjà utilisée dans les Peabody 1867, ce qui permet à la Suisse d'éviter de développer une nouvelle cartouche. Certes, la cartouche est assez faible avec une vitesse de 410 mètres par seconde, mais le Vetterli dispose d'un tube de 11 cartouches, ce qui permet de compenser la perte de puissance. On est vraiment dans le choix drastique et le ratio capacité de l'arme, puissance. Et avec ce choix, la Suisse est bien la première puissance européenne à adopter une arme à répétition. On pourrait même dire que son choix de mieux s'équiper se justifiera une nouvelle fois quand la Prusse attaquera la France en 1870. Comme je vous le disais au début, il y a pas mal de modèles du fusil Vetterli. Bon, quelques différences avec le 69 d'origine, à savoir un anneau de grenadière qui disparaît et la portière de chargement, ainsi que d'autres petits éléments pour simplifier la production. Mais globalement, on reste sur la même arme, chambrant le même calibre. Néanmoins, les deux armes que vous voyez ont été converties en percussion centrale. Ah oui, c'est plus simple pour le rechargement. D'ailleurs, ce modèle est la version courte du fusil, donc Stutzer, qui se remarque par cette double détente. Ce modèle était destiné aux Jäger suisses. On pourrait comparer cela avec des éclaireurs en français, ou plus simplement les chasseurs. Des troupes qui étaient habituées à des tirs précis, et donc l'apparition d'une détente Stetcher. La détente arrière permet d'enclencher le système, et ainsi la détente avant est beaucoup plus légère. Le fusil continuera son évolution jusqu'au modèle final, le 1881. Entre-temps, il y aura bien sûr des carabines. Alors, par honnêteté, je dois vous dire que la carabine dans cette vidéo ne correspond pas réellement à une vraie carabine Vetterli, qui sont, elles, assez rares. Il s'agit probablement d'un ensemble de pièces recomposées et raccourcies provenant d'un fusil. Néanmoins, ça donne une idée de la taille et de la forme de ces carabines. Quant au tir au fusil Vetterli, ce n'est pas si mal. Il y a quand même un coup à prendre avec la culasse pour bien faire remonter la cartouche avec l'élévateur et passer la munition du tube à la chambre. Je dirais même qu'il ne faut pas hésiter, y aller sèchement et aller à fond de l'action. La détente sur la version fusil était plutôt bonne, par contre l'action de cette petite carabine était un peu raide. Friedrich Vetterli a réussi le pari de proposer un fusil à répétition n'utilisant pas de levier sous garde, mais avec un système de culasse manuelle dont on a l'habitude de voir aujourd'hui. Bon, bien sûr, le magasin tubulaire ne présente pas que des avantages, et c'est sûr que lorsqu'on, un peu plus tard,
dans les années 1880 arriveront les magasins Lee, Mannlicher et Moser, le système sera franchement obsolète. Ce qui nous mène donc à la fin de cette première partie et le remplaçant, le Schmidt-Rubin 1889. Petit aparté quand même avant de passer à la suite, mais on peut aussi évoquer le Veterli italien M1870. Une version monocoup, mais chambrant une cartouche à percussion centrale, qui sera modifiée par un certain Vitali en 1887 avec un magasin de 4 cartouches, donnant naissance au fusil M1870/1887, Veterli Vitali. Et plus tard, durant la Première Guerre mondiale, ces fusils seront une nouvelle fois modifiés en 1915 pour accepter le 6.5 Carcano. Alors là, je dois dire qu'on arrive sur la partie de mes fusils préférés. Non, vraiment, j'adore les fusils suisses Schmidt-Rubin. Je trouve que ce sont des armes injustement délaissées des tireurs alors qu'elles présentent de très grande qualité au tir. Elles sont de bonne facture, la cartouche de 7.5 par 55 est excellente, la précision cible est excellente, le système de culasse rectiligne est original et pas désagréable. La détente est souvent très bonne, il y a un magasin amovible d'une contenance de 6 cartouches et en plus on les trouve encore à bon prix. Après, oui, c'est sûr, le Schmidt-Rubin, ça ne jouit pas de l'aura complètement folle qui tourne autour du 88K, car la Suisse n'est pas connue pour avoir brillé lors des 2 guerres mondiales. N'empêche que ces fusils sont excellents. Alors, le Schmidt-Rubin 1889 est le premier fusil à poudre sans fumée adopté par la Suisse. Ouais, j'ai du mal à le faire rentrer dans le cadre celui-là. Je vais pas vous refaire le cours d'histoire, mais la poudre sans fumée sera inventée en 1884 et l'adoption du fusil Lebel 1886 par la France pousse toutes les grandes nations à changer de munitions. La Suisse compte parmi ses rangs le lieutenant-colonel Édouard Rubin. C'est à lui que l'on doit l'invention des balles chemisées. Le fameux FMJ, avec une balle plomb recouverte d'une chemise en cuivre en 1882. À ce moment-là, la cartouche est bien sûr encore chargée de poudre noire compressée. Rubin va même concevoir un fusil pour sa cartouche qui sera testé aux États-Unis, mais son arme échouera face au Krag-Jørgensen norvégien. Néanmoins, toujours en Suisse, le major Rudolf Schmidt, directeur de l'arsenal de Berne, conçut un système de culasse influencé par le système rectiligne de chez Mannlicher et le magasin détachable de chez Lee. Vous combinez cela à la cartouche développée par Rubin et paf, ça donne le Schmidt-Rubin 1889. La cartouche adoptée par l'armée suisse du lieutenant-colonel Rubin est une cartouche nommée Gewehr Patron 90. On note que la balle a une chemise en acier et non en cuivre, car ça coûte évidemment moins cher. Alors oui, on est bien en poudre sans fumée et Rubin va aussi développer le système de clip en carton de 6 cartouches, ce qui donnera avec le magasin développé par le major Schmidt une capacité de 12 cartouches. Pourquoi 12 ? Eh bien probablement pour coller au plus proche de ce que proposait précédemment le Veterli, et c'est 11 plus une cartouche. Juste un point sur la munition, mais sachez que l'ami Xavier sur sa chaîne a fait des essais avec mon arme, donc allez y faire un tour. Il paraît d'ailleurs qu'il était prévu en cas d'urgence de pouvoir tirer les GP11, donc la cartouche suivante, et développant une plus grosse pression dans ces 1889. Personnellement, je vais pas le tenter, même si je constate qu'en effet, une GP11 chambre parfaitement. Pour en revenir à l'arme, son magasin dispose aussi d'un système cut-off. En position haute, on est cartouche par cartouche, on descend d'un cran et cela fait monter le magasin. Et donc on a accès aux cartouches disponibles. Et si on appuie encore fortement sur ce levier, on peut détacher le magasin. Et ainsi avoir accès au cœur de l'arme et faciliter son nettoyage. Il n'était évidemment pas du tout prévu d'avoir des magasins de rechange, ce ne sont pas des chargeurs, le fusil s'alimente bien avec les clips. L'autre grosse caractéristique du fusil réside dans sa culasse rectiligne. Et là, je dois dire qu'on est sur un modèle assez imposant. Le point plutôt bien pensé dans cette culasse, c'est son système de sécurité avec l'anneau à l'arrière. 6 caractéristiques des fusils suisses. C'est quand même très simple à utiliser, il n'y a pas besoin de forcer et on a une bonne prise avec l'anneau. On peut aussi éventuellement avoir une cartouche de chambrée, désarmer le percuteur et rapidement réarmer l'arme si besoin. Maintenant, l'action rectiligne est sur le papier quelque chose de très intéressant, mais d'une part, plus compliqué à mettre en place et à fabriquer qu'un système que je dirais classique comme les culasses Lebel, Moser, etc. Mais surtout, est-ce qu'il y a un vrai gain de temps de l'action ? Finalement, le tireur est obligé d'enlever sa main droite du pontet de l'arme pour agripper la poignée, quel que soit le système.
Mis à part avec le Lee Enfield où on peut tricher pour faire du tir rapide. Mais le pire avec la culasse rectiligne du fusil suisse, c'est qu'il faut quand même manipuler la culasse avec force. Ou du moins je dirais plutôt avec vigueur. Si on veut une extraction franche des étuis ainsi que chambrer correctement une cartouche, alors oui, il vaut mieux y aller franco, ce qui serait moins vrai dans un système Mauser. D'ailleurs, point problématique à cette culasse lié justement à sa longueur, c'est que les deux tenons de verrouillage sont sur l'arrière, et cela fragilise le verrouillage. Il sera demandé au Major Schmidt de remédier à ce problème en mettant les deux tenons de verrouillage plus en avant, afin d'équilibrer la résistance. Mais il répondit que c'était impossible. C'est un autre ingénieur, monsieur Vorgersang, qui fit la transformation, et cela donna naissance au Schmidt-Rubin 1889/96. Concrètement, la différence entre un 89 et un 89-96, c'est évidemment la taille du boîtier, qui est plus courte, puisque la culasse se retrouve réduite et qu'elle a bien sûr les tenons qui sont au milieu. Mis à part ça, c'est la même arme, avec le magasin de 12 cartouches, et qui chambre la GP90. Faut bien comprendre un point, mais le 89-96, ce n'est pas un 89 converti à la nouvelle culasse. Non, c'est bien un nouveau modèle qui est fabriqué. Les 1889, eux, sont encore conservés et utilisés dans la troupe. Au tir, je peux vous dire que ce fusil est vraiment très agréable. Alors ok, il est très long et plutôt lourd. Sa hausse est très fine et commence à 300 mètres. Mais sa détente est tellement agréable, c'est fou. Je pourrais pas vous parler du rechargement pleine charge qu'on a fait lors de cette session de tir, car ce n'est pas moi qui ai fourni les cartouches. Mais le recul est tout à fait acceptable. Et toucher le gong à 200 mètres n'a pas été d'une grande difficulté. Vraiment, si je pouvais tirer plus avec ce 89 et trouver une recette de rechargement convenable, je n'hésiterais pas à le sortir plus souvent. On passe maintenant à un petit modèle. On pourrait presque dire un 1889 miniaturisé, puisqu'on observe le même système de culasse, la même cartouche, le même type de hausse, mais évidemment pas de magasin de 12 cartouches, et la taille et le poids sont considérablement réduits. Alors que dire de plus sur cette arme ? Il s'agit tout simplement d'une arme destinée à l'entraînement des plus jeunes. Ce cadet 1897 remplace donc le cadet Vetterli 1870, afin que l'arme d'entraînement corresponde au nouveau fusil adopté quelques temps plus tôt. Il y a quand même deux particularités intéressantes sur cette arme. Si la culasse se manipule de la même manière que celle du SR89, elle est quand même différente. Je vous ai parlé précédemment du 89-96, et bien le cadet adopte cette nouvelle culasse, plus courte, et avec les tenons de verrouillage au milieu. Second point intéressant, la hausse. Si on regarde attentivement, on trouve une gradation différente à droite et à gauche. En fait, il était prévu pour l'entraînement des cartouches moins fortes, donc on trouve cette gradation à droite de 200 à 400 mètres. Mais au cas où, si besoin en temps de guerre, il fallait que l'arme soit capable de prendre la cartouche de GP90 à pleine charge, d'où une hausse à gauche qui va de 300 à 1200 mètres. Il y a aussi un petit ajout à l'arrière du pontet qui permet de mieux prendre l'arme, et la baïonnette est aussi spécifique et triangulaire comme celle du label français, tandis que les autres baïonnettes suisses sont souvent des lames. Malheureusement, je ne vous parlerai pas du tir avec, car si j'avais bien amené l'arme au stand, on a complètement oublié de l'essayer, et toutes les GP90 sont parties dans le 89. Ces fusils de cadet ne sont pas communs sans être rares, car on en trouve de temps en temps à la vente, mais le nombre se situe à un peu moins de 8000 exemplaires. La carabine Manischer 1893 est la pire des armes suisses, et c'est normal, puisqu'elle n'est pas suisse. Plus sérieusement, vous verrez lors des séances de tir que ça n'a pas été l'arme la plus agréable à utiliser, avec des soucis au niveau du magasin surtout. Et visiblement, la carabine était peu appréciée aussi à l'époque. C'est amusant de se dire que le système Schmidt est inspiré par le système Manischer et que finalement l'armée suisse adoptera quand même une arme de chez Manischer. Le besoin d'une arme courte semble assez évident, il fallait équiper les troupes montées. Et le Schmidt-Rubin 1889 n'est pas du tout adapté pour cela, par son encombrement et son magasin de 12 cartouches trop gênant. De plus, la culasse du 1889 était trop longue pour être mise sur une carabine. Des tests seront faits avec différentes armes et c'est la carabine de Manischer qui sera préférée.
C'est une carabine qui se base sur la culasse des Ster M90 et qui chambre bien entendu la cartouche suisse GP90 et contrairement aux armes autrichiennes dispose d'un magasin amovible de 6 cartouches. On note aussi l'embouchoir qui ne permet pas de mettre une baïonnette, mais ce qui semble logique puisque arme destinée pour les cavaliers et ils ont déjà leur sabre. Cette carabine est adoptée en mars 1895, ah oui ça prend un peu de temps tout ça, sous la dénomination de carabine de cavalerie modèle 1893. Plus communément, et si vous en cherchez une, on les voit souvent appelées simplement Mannlicher 1893. Elles seront construites non pas chez Ster, mais bien en Suisse. D'abord chez Sig, puis plus tard à la Waffenfabrik. Le nombre de ces carabines n'est pas très élevé, avec moins de 8000 exemplaires. C'est comme le Cadet 1897. C'est pas rare et en même temps pas si commun que ça. Et on en voit de temps en temps à la vente. En tout cas, ça complète parfaitement la collection des armes suisses. Concernant le tir, j'attendais vraiment avec impatience d'essayer cette carabine, car je la trouve simplement très jolie. Et en fait, je n'en garde pas un souvenir impérissable. Entre la détente et la culasse qui est beaucoup moins fluide que celle d'un Schmidt-Rubin, et les problèmes de remontée des cartouches du magasin, c'était pas l'arme la plus fun qu'on ait utilisée durant cette journée. Bon après, c'est peut-être lié à cet exemplaire-là, hein. Si quelqu'un a tiré avec une autre carabine 1893, il pourra nous dire en commentaire ce qu'il en pense. Pour moi, une très belle arme pour la collection, mais pas vraiment pour le tir. Et on arrive maintenant à deux armes que beaucoup de tireurs connaissent, les Schmidt-Rubin 96-11 et G11. Alors que s'est-il passé entre 1889 et le G11 ? Eh bien simplement, une nouvelle cartouche, la GP11. Cette nouvelle cartouche, la Gewehr Patron 11, répond tout simplement aux nouveaux standards de l'époque et surtout de la balle cylindro-ogivale développée par la France en 1898. Ce qui sera suivi de près par l'Allemagne en 1903, ainsi que de nombreuses autres nations, dont la Suisse. Car je le rappelle, mais la Suisse est quand même voisine de deux pays qui ne pensent qu'à une chose depuis 1870, en remettre une couche. L'histoire se répète avec le Vetterli et le désir de la Suisse de s'équiper d'une arme de qualité et offrant de bonnes performances, au cas où l'un de ses voisins déciderait tout à coup de passer par chez elle pour envahir l'autre. Mais heureusement il y a la Belgique. Je vous affiche à l'écran la performance et différence entre la GP90 et la GP11. Si la forme de l'étui est quasi similaire, on voit bien que la nouvelle cartouche développe une pression bien supérieure. Tant et si bien qu'elle ne doit pas être utilisée dans le modèle 1889, comme je l'indiquais plus tôt. L'arme qui sort de cette transformation est le fusil d'infanterie modèle 11, et sa production commence en 1912. On voit que la crosse dispose désormais d'une poignée pistolet, plus confortable au tir, et bien sûr la hausse change par un modèle en U, et commençant à 300 mètres. Concernant le magasin, il a été réduit à 6 cartouches, et pour cause, l'inconvénient majeur du 1889, c'est bien son magasin de 12 cartouches. Tout simplement, il gêne le tireur pour un tir couché. En plus, sa grande capacité provoque plus facilement des soucis de ressort et de remontée des cartouches. Et finalement, le nombre de tirs par minute entre un grand magasin de 12 et un de 6 est quasi similaire. Ah oui, le temps de rechargement est identique. C'est plus simple et rapide d'avoir un seul clip de 6 à mettre et de pouvoir tirer ensuite que de mettre deux clips de 6. Et les 89-96 dans tout ça, ils seront transformés en 96-11. On pourrait presque dire 89-96-11. Ah oui, s'il est possible de réutiliser les stocks, ça permet de réduire les coûts. Un point important sur la culasse du G11, c'est celle du 89-96. Elle n'a pas changé. Et donc, ils vont reprendre les 89-96 en GP90, supprimer le magasin de 12 cartouches, changer la hausse,
ajouter une poignée pistolet qui permet d'identifier en un coup d'œil un 96-11 d'un G11 et voilà, le tour est joué. Ce qui veut aussi dire que trouver un 89-96 qui n'a pas été converti en G11 est très difficile. 1250 armes n'auraient pas été modifiées selon les sources. J'ai pas grand chose à vous dire de plus sur le G11, à part qu'ils ont été produits jusqu'en 1919. C'est à mon avis vraiment un excellent fusil. Je vais me répéter, la manipulation de la culasse est bonne, la détente est excellente, la hausse en U est tout à fait correcte, les clips s'insèrent facilement et la cartouche de GP11 est aussi excellente. Si vous cherchez une arme pour la compétition tard et surtout à un prix encore assez bas, je crois qu'il est imbattable. J'ai pu essayer un G11 équipé d'un dioptre et la précision était excellente. On passe ensuite à la version miniature du G11, le K11. Ah, le K11, je crois que c'est vraiment mon arme d'épaule suisse préférée. Ah, j'ai vraiment le coup de cœur pour cette carabineur, je la préfère vraiment au K31. Mais pourquoi l'armée suisse a adopté le K11 ? Eh bien, une fois de plus, c'est lié à la nouvelle cartouche, la GP11. Ça et le fait qu'il fallait évidemment une arme courte pour équiper les troupes montées. Les artilleurs, cyclistes, etc. En fait, il y a deux armes dont je n'ai pas parlé précédemment, mais entre le Mannlicher 1893 et le K11, il y a aussi le fusil court 89-1900 et la carabine 1905. Le fusil court 1900 a été créé pour équiper les troupes de support, pour qui le 1889 était trop encombrant par sa taille, son poids et son magasin proéminent. On a encore la hausse du 1889 et la poignée pistolet n'est pas présente sur la crosse. Par contre, c'est avec ce modèle-là qu'est mis en place le magasin amovible de 6 cartouches, pour les raisons citées dans le chapitre précédent. La carabine 1905, elle, a été créée dans la foulée du fusil court 1900. Elle reprend le magasin amovible de 6 cartouches et on voit tout de suite pour qui elle était destinée en regardant l'embouchoir. Les cavaliers. Elle devait remplacer la Mannlicher 1893 qui visiblement était peu appréciée. Malheureusement pour les collectionneurs aujourd'hui, mais la très grande majorité des fusils courts 1900 et carabines 1905 ont été transformés en K11. Et j'oserais dire la totalité en fait. C'est d'ailleurs le cas de mon K11. Son numéro de série et les détails internes indiquent une ancienne carabine de cavalerie 1905, ce qui est plutôt cool car peu commun. Peut-être que votre K11 a aussi eu une autre vie avant. Et pour vérifier cela, je vous mets un lien dans la description vers le site swisswaffen.com. Bref, avec le K11, on a donc une carabine unique pour les cavaliers, les artilleurs et toutes les troupes de support. L'infanterie, elle, dispose de son fusil long, ce qui finalement est le standard des grandes puissances militaires à cette époque. Alors pourquoi je l'aime autant, ce K11 ? Eh bien parce qu'il a les qualités des Schmidt-Rubin, sans l'inconvénient d'être une canne à pêche, et il est plus fin et léger que le K31. Son seul défaut serait d'avoir une hausse qui commence à 300 mètres, ce qui, quand on tire en France, est pénalisant. Mais sinon, c'est que du bonheur. Après le G11 et le K11, on trouve naturellement le K31. Bon alors faut-il encore le présenter ? Le best-seller de toutes les armureries de France, qui fait les podiums Otard 3 fois moins cher qu'un Springfield 903, mais tout aussi capable. Encore une fois, son seul défaut, si on peut dire ça, c'est que d'un point de vue historique, il n'a pas connu de grandes batailles. Alors on dit souvent que le K31, c'est la précision du G11 avec la taille du K11. Il y a un peu de vrai. Bon, déjà, pourquoi changer d'arme alors que le G11 et le K11 restent excellents ? Eh bien, la Première Guerre mondiale est passée par là. Et on se rend compte qu'avoir des armes qui font 1m30 n'est pas si utile que ça, et trop encombrant pour des combats dans les forêts, dans les villes et dans les tranchées.
Le constat sera identique côté allemand avec l'adoption du 98K, offrant le compromis entre une carabine et un fusil d'infanterie. Les Suisses vont suivre cette voie. Avoir une seule et unique arme pour tous les corps d'armée. Ni trop longue pour par exemple les artilleurs, ni trop courte pour l'infanterie. Sans parler du gain évident lors de la production puisque les usines ne produisent plus qu'une seule et unique arme. Alors si on compare le K11 et le K31, l'arme est manipulée de la même manière avec sa culasse rectiligne, son anneau de sécurité, son magasin amovible de 6 cartouches et l'insertion des clips. Par contre, on voit évidemment quelques différences intéressantes. L'arme fait quasiment la même taille et pourtant le canon est 6 cm plus long. Alors comment c'est possible? Eh bien tout va se jouer sur la culasse. Elle a été considérablement raccourcie. Et ça, c'est grâce à un certain Adolf Führer. Oui, je sais, son nom est un peu bizarre, hein. Et il travaillait à la Waffenfabrik à Berne. Raccourcir cette culasse permet de gagner sur 3 points. Déjà la longueur du canon qui est augmentée, le magasin est maintenant collé au pontet et améliore l'équilibre de l'arme, et la hausse est plus proche de l'œil et donc offre une distance hausse-guidon plus confortable au tir. Ce qui fait, vous le comprenez bien, une arme très confortable pour du tir car peu encombrante et avec des performances plus qu'acceptables. Je rappelle qu'on est en Suisse et que les compétitions de tir y sont très importantes. Il aurait été impensable d'adopter une arme dont la précision est tout juste acceptable. Bon, jusqu'à présent, je n'ai pas évoqué la manière dont la culasse fonctionne. J'attendais d'arriver au K31 pour justement comparer la culasse issue initialement du K39-96 et celle du K31. Alors, si on regarde un petit peu en détail, les culasses des Schmidt-Rubin, enfin, en tout cas des deux Schmidt-Rubin et du K31. Les différences, on part du Schmidt-Rubin 89 et on voit bien que les tenons sont à l'arrière de la culasse. La culasse est aussi plus longue et donc plus imposante. Et c'est pour ça que ça demande un boîtier beaucoup plus long aussi. Amener les tenons vers l'avant permet donc de rigidifier l'action de cette culasse et intrinsèquement augmenter la précision. Le tour de force réalisé sur la culasse du K31, c'est qu'on voit bien qu'elle est beaucoup plus courte. En fait, il y a toute cette partie-là à l'avant qui a été, on peut dire, enlevée, mais la différence, c'est quand même que les tenons sont bien sur le corps ici de la culasse, tandis que les tenons sur la culasse du K31 sont en fait sur la partie qui recouvre le corps de culasse. Dans tous les cas, le fonctionnement est du même style, je dirais. Je vais désarmer ici parce que elle est armée, mais en fait, on a à chaque fois en fait cette rainure ici, et c'est ça qui va faire bouger, se verrouiller. On voit bien que les tenons dans le boîtier du fusil, c'est ça qui va venir se verrouiller quand on va ramener la culasse vers l'avant. Et on retrouve bien cette action ici aussi, hein. C'est ça qui fait le côté rectiligne et en même temps ça verrouille et on n'a pas besoin de ramener comme une culasse classique de Moser. C'est bien ici, hop, voilà, qu'on fait à chaque fois verrouiller la culasse et les tenons. Et ici c'est en soi à peu près similaire, c'est-à-dire qu'on a toujours ce rail qui vient guider, hop, sur le côté droit et qui fait tourner les tenons, mais on voit bien que les tenons, la partie en fait des tenons enveloppe complètement jusqu'ici le corps de la culasse, alors que ici c'est directement ici. Donc c'est pour ça qu'on dit que ces deux modèles sont bien des Schmidt-Rubin, mais que le K31 n'est pas vraiment un Schmidt-Rubin puisque son système est différent. Alors au tir, qu'est-ce que je peux vous dire, puisque l'arme est connue et reconnue à travers le monde entier comme étant une arme très précise. Ah oui, point intéressant pour les tireurs français, mais ça y est, la hausse commence à 100 mètres. C'est encore lié à la Première Guerre mondiale et où on se rend compte que les distances d'engagement peuvent finalement être assez courtes. Et ce point-là est très intéressant pour nous autres, car le tar, chez nous, c'est 200 mètres. Et encore, quand on a la chance d'avoir un stand à 200 mètres. Personnellement, ce qui me dérange un peu, c'est la position de la bretelle à l'arrière. Et même en mettant le bras dans la bretelle, ça me dérange en fait, ici, au niveau du cou. À moins que je me sois trompé quelque part dans le montage de la bretelle. Mais sinon, rien à redire, et j'ai testé l'arme avec un dioptre Waffenfabrik, et en cible, c'est top.
Un petit truc marrant sur le K31, mais il met un peu à mal la neutralité suisse. Eh oui, vous connaissez le K31 du Nicaragua? Alors c'est amusant, mais la Waffenfabrik de Berne a fabriqué en 1949 100 K31 avec dioptre et 100 autres K31 avec lunettes pour soi-disant le Nicaragua. Le bateau aurait alors coulé sur le chemin et la cargaison serait étrangement retrouvée en Israël. Sûrement que les caisses remplies de K31 ont-elles mystérieusement flotté à travers toute la Méditerranée pour échouer sur les plages du jeune État israélien. Ceci dit, ça en fait deux variantes du K31 absolument rarissimes. En tout cas, le K31, c'est un excellent fusil. Je terminerai cette partie en posant la question, le K31 ne serait-il pas le meilleur fusil de la Seconde Guerre mondiale? Troisième partie, on passe désormais au FAS 57 ou STG 57. C'est bien par cette arme que sera remplacé le K31. Comme la Première Guerre mondiale a façonné l'utilisation de nouvelles armes, ce qui a donné naissance au K31, eh bien la Seconde Guerre mondiale va mettre en avant l'utilisation du fusil d'assaut, avec l'inimitable STG 44 dont j'ai parlé ici. La Suisse va suivre cet exemple et peut-être même pousser le concept un peu trop loin. L'arme doit remplacer le K31, mais aussi le pistolet mitrailleur 43-44 et les fusils mitrailleurs 25. C'est là où je pense que c'est pousser le concept un peu trop loin, car le problème c'est que pour rester un fusil mitrailleur, il faut donc garder la cartouche de 7,5 par 55, ce qui va à l'encontre du principe de fusil d'assaut, utilisant une cartouche intermédiaire. Et tirer une puissante cartouche de fusil en full auto est incontrôlable. Ça se vérifie parfaitement avec le M14 américain par exemple, et même le L1A1. Pourquoi a-t-il été bridé en semi-auto, hein? Bref, c'est un autre débat. En ce qui nous concerne ici, la Suisse va tester différentes armes au début des années 50. Et c'est l'arme proposée par la SIG, l'AM55, qui sera sélectionnée. Différents prototypes plus tard, c'est donc le STG-57 qui est fermement adopté. Il connaîtra une autre désignation comme étant le SG-510 pour l'export. Et c'est assez amusant de faire la liste des différents modèles car vous en avez chambré en 308 Winchester pour le marché US, mais aussi carrément en 7,62 par 39 pour des tests en Finlande. Bon, il s'agit soit de prototypes, soit de modèles rares comme l'AMT pour le marché US civil. Néanmoins, si des armes ont bien été fabriquées en 308 Winchester, on note que les Suisses ont préféré rester avec leurs propres cartouches. Bon, c'est tout à fait logique, le 308 est arrivé au début des années 50, et surtout la Suisse ne fait pas partie de l'OTAN. Déjà que nous en France, on a gardé le 7,5 par 54. Donc on a quoi? Une arme tirant en semi ou full auto des chargeurs de 24 cartouches. L'arme est dotée d'un bipied, le canon est entouré d'une bande ventilée. On note l'amusante poignée du levier d'armement qui est identique à celle du K31. Et une détente hiver est présente pour tirer avec des gants. Ah oui, on est en Suisse. Et franchement, c'est même très agréable à utiliser. Les chargeurs sont de base de 24 cartouches, mais on peut aussi y mettre les chargeurs de 30 de la LMG 25. Le FAS 57 fonctionne par culasse non calée avec ouverture retardée par galet. Ce mécanisme provient directement du STG 45M, ou plutôt du Gerad 06 développé en toute fin de guerre par Mauser, et qui utilise pour la première fois le retardement de la culasse par des galets lors du tir. Alors c'est pas dans cette vidéo qu'on va débattre si ce mécanisme est bien ou non. Quoi qu'il en soit, c'est là-dessus qu'est parti Rudolf Amsler, le directeur technique de la SIG, pour créer son AM55. Pour la petite anecdote, mais si le système du STG-57 vient du STG-45 allemand, eh bien l'autre prototype proposé par la Waffenfabrik de Berne était lui inspiré du FG-42. Ouais, j'aime bien ce genre de petit parallèle. Pour en revenir au FAS 57, oui, l'arme est excellente sur bien des points. La qualité de fabrication est au rendez-vous et la précision aussi. Mais là où je voudrais en venir en vous disant que le concept avait été poussé un peu trop loin, c'est que l'arme pèse presque 6 kg à vide. Alors autant sur un pas de tir avec le bipied déployé, ça va. Autant j'irai pas crapahuter dans les Alpes enneigées avec ça sur le dos. En soi, est-ce que ce poids excessif, mais qui permet une puissance de feu importante avec la cartouche de GP11, ne correspondrait pas au contexte de la Suisse qui joue beaucoup plus sur la défense de son territoire? Après tout, avec des unités bien placées en embuscade, ça doit être assez efficace. Mais monter à l'assaut avec ça pour des combats urbains, je me pose des questions.
Sans parler des problématiques de transport dans des véhicules blindés ou des hélicoptères. Pour ça, peut-être que les Suisses qui les ont utilisés me diront dans les commentaires ce qu'ils en pensent. Quoi qu'il en soit, les qualités du STG57 sur le pas de tir ne sont plus à démontrer, et j'ai bien apprécié la séance de tir avec. Par contre, j'étais un peu surpris du recul, que je m'imaginais plus soft, vu le poids de l'arme. Ce STG57 présenté dans la vidéo est équipé d'une lunette Zeiss à grossissement x6. Il s'agit d'un véritable FAS 57 et non un FAS 57 PE. Oui, un ex-full qui malheureusement ne parlera plus jamais en France. L'autre particularité du FAS, c'est bien évidemment le tir à la grenade. Et oui, cette arme doit faire fusil d'infanterie, pistolet mitrailleur, fusil mitrailleur et lance-grenade. Je vous mets une vidéo en lien où on voit l'entraînement au lance-grenade et c'est assez impressionnant de voir comment sont attaqués les blindés. Toujours dans cette logique de défense du territoire. Donc il y a plusieurs types de grenades qui se mettent directement au bout du canon et il faut utiliser un chargeur spécial contenant des cartouches propulsives. On voit aussi que sur le bipied il y a des mesures de visible et c'est justement pour calculer la distance de tir de la grenade. En accrochant une ficelle avec un poids au bout, on met la corde sur la distance voulue et le tour est joué. Je n'épilogue pas trop sur la grenade, je vous mets des vidéos de la chaîne Block on the Range qui a fait toute une série sur le sujet. Le FAS 57 connaîtra une longue carrière et sera remplacé progressivement par son successeur bien connu, le SIG 550. Alors comme je le disais dans l'introduction, ce SIG 550 n'est pas vraiment un FAS 90, mais un PE 90, une version civile native en semi-auto. Il est en tout point similaire à la version militaire. Donc le FAS 90, fusil d'assaut 90, c'est quoi? C'est l'adoption par la Suisse du 5,56. Et oui, après tout, la Suisse aura quand même attendu la fin des années 80 pour arrêter d'utiliser la puissante GP11, pour succomber à l'appel du petit calibre véloce, plus communément appelé 223 Remington. La mode des battle rifles ou fusils de combat comme les FAL, G3 et M14, chambrant le 308 Winchester, est dépassée. L'armée américaine passe au 5,56 dans les années 60 et, autant oblige, arrive à l'imposer. On constate que la Suisse a suivi le pas, mais avec un peu de retard, j'oserais dire. Bah oui, même en France, on s'y est mis en 79. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser que la France a adopté un SIG avant même la Suisse. Eh oui, le SIG 540, produit par Manurin, et utilisé au Liban. Eh bien en fait, je vous en ai déjà brièvement parlé dans la vidéo du Beretta AR-70. Au début des années 60, Beretta et SIG vont travailler ensemble pour fabriquer un nouveau fusil d'assaut. La collaboration va cesser en 1967-1968 et cela va aboutir à l'AR-70 chez Beretta et le SIG SG530 chez SIG. On remarquera des points communs évidents dans l'ergonomie générale de l'arme entre les deux modèles. Le SG530 ne connut cependant pas le succès commercial espéré, peut-être à cause de son système moteur peu intéressant qui reprenait l'ouverture de la culasse retardée par galet, mais en ajoutant l'empreinte gaz. De plus, à cette époque-là, soit à la fin des années 60, le 5,56 n'avait pas encore atteint la maturité actuelle et il était alors très important pour l'armée suisse d'adopter un calibre qui soit capable d'être aussi bon que le GP11 à 300 mètres. Il faudra attendre la cartouche belge SS109 en 1980 pour obtenir une munition qui soit enfin acceptable pour les critères de précision suisse. Et oui, je rappelle encore une fois qu'on est en Suisse, un pays où le tir sportif prend une part très importante. Pendant ce temps-là, le SG530 devint le SG540 à partir de 1970. C'est celui-là qui a été fabriqué sous licence par Manurin. L'ouverture retardée de la culasse est supprimée définitivement et on passe sur une culasse qui se verrouille grâce à deux tenons à l'avant, dans le style de la K47. En fait, l'évolution entre le SIG 530 et le 540 est un peu complexe et il y a en réalité pas mal de modèles. Souvent, il s'agit juste de prototypes, mais rien que pour le SG 540, vous avez aussi le 541, le 542, le 543 et le 544. D'une part, vous avez SIG qui essaie de vendre sur le marché mondial son arme. De l'autre, vous avez l'armée suisse qui teste différents calibres, puisque le 5,56, avant l'apparition de cette fameuse cartouche belge, ne leur convenait pas. Et ce qu'il faut le savoir, c'est que les Suisses avaient même étudié la notion de cartouche intermédiaire à la fin du 19e siècle. Bon, je vous rassure, je ne vais pas retracer un siècle d'études de la cartouche intermédiaire, mais pour résumer, ça donnera naissance à la GP80, une cartouche en 6,5. Et les Suisses vont la comparer avec le 5,56, pour finalement accepter cette dernière,
car plus légère, avec les performances balistiques qu'il souhaitait, sous le nom de GP90 en 5,6. Évidemment, les cartouches de 223 Remington ou 5,56 autant sont parfaitement compatibles avec cette GP90. C'est peut-être aussi un argument en faveur de l'adoption du 5,56 par les Suisses d'avoir une munition très proche de celle utilisée par les membres de l'OTAN, et donc ses voisins. Mais vous voyez que nous sommes déjà en 1980 sur le SIG 541, qui d'ailleurs change de nom en 1983 pour devenir le SIG 550, lorsque la Suisse l'adoptera fermement. Il faudra attendre la décennie suivante, après la mise en place de la production et des premières livraisons, pour que l'arme soit officiellement nommée FAS 90. Ce SIG 550 est connu et reconnu mondialement comme étant une arme de qualité. Néanmoins, malgré un usage de la tôle emboutie et du plastique, il fait quand même son poids, 4 kg. Il y aura plein de versions, je ne vais pas les énumérer. Et si on part du FAS 90 comme version standard, on a bien évidemment des versions commando, utilisées par exemple par les neigeurs de combat français, mais aussi les versions de tireurs d'élite. Et il y a même un modèle en 7,62 par 39. Alors que dire dessus sur l'utilisation ? Vous avez une crosse rabattable, ce qui peut être très appréciable pour le transport et rendu possible par l'absence de ressort récupérateur dans la crosse. Un sélecteur de tir qui vous fera penser à celui de la R15. Une hausse ouverte à 100 mètres et qu'il suffit de tourner pour aller de 200 à 400 mètres et qui a des œilletons très confortables au tir. La hausse est bien sûr dérivable en hauteur et latérale. J'ai rajouté un rail Picatinny sur le capot, mais ce n'est pas du tout d'origine. Il y a un bipied qui est intégré au garde-main. Alors il ne dérange pas lors du tir, mais par contre je le trouve pas terrible. Et les Suisses me corrigeront, mais il me semble que ce bipied n'est utilisé qu'au stand de tir et pas en situation de combat. Car le souci, c'est qu'il part facilement vers l'avant. Le FAS 90 ne tire plus de grenades de la même manière que son grand frère, le FAS 57. Cette fois, il s'agit d'un modèle qui vient se positionner sous le garde-main. Oui, encore une fois, semblable au lance-grenades d'AR-15. Néanmoins, on constate qu'il y a encore une bague sur le canon qui devait servir au tir à la grenade lors des essais, mais qui ne sert finalement plus à rien. Les chargeurs sont assez amusants à utiliser car il y a un système de clips qui permet de les coller les uns aux autres, dans l'optique d'un rechargement rapide. D'ailleurs, les chargeurs s'enlèvent presque comme une AK et c'est très facile à faire. Et enfin, le démontage rapide. Vous avez une goupille à enlever ici, puis là. Ensuite, pour retirer la culasse, un petit levier ici à pousser. On tire sur le levier d'armement et voilà, l'ensemble culasse est désolidarisé du piston et on peut l'enlever. Alors c'est là qu'on se dit que le système moteur du SIG est très inspiré de celui de l'AK. Car oui, on constate des similitudes dans la forme de la culasse avec les deux tenons. Et oui, il y a un piston. Maintenant, mis à part ça, même le ressort n'est pas du tout au même endroit. Donc c'est franchement exagéré de dire que le SIG 550, c'est la Rolex des AK. Concernant le tir, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La détente est agréable. La prise de visée est agréable, ça tire droit et bien sensible. Bon, à part son poids qui je trouve déséquilibre un peu vers l'avant, il n'y a pas grand chose à dire. C'est à mon humble avis de modeste tireur sportif une excellente arme. Maintenant, je ne l'ai pas traîné dans la boue, la poussière ou la neige, donc je laisserai mes amis suisses faire des commentaires à ce sujet. On arrive à la dernière partie de la vidéo, les fusils de sniper suisse, enfin tireur d'élite, voire même sharpshooter. On constate que la Suisse a mis du temps à adopter un fusil équipé d'une lunette. Vous doutez bien que si on parle de K31/42, c'est bien qu'il s'agit à la base du K31 sur lequel on ajoute une lunette. Mais c'est vrai qu'il aura fallu du temps à la Suisse pour le faire, malgré une première guerre mondiale marquée par l'utilisation de fusils à lunettes, que ce soit du côté allemand ou anglais. Étrangement, le concept de fusil de tireur d'élite ne sera pas vraiment repris dans les années 20 et 30. C'est le cas de la France,
c'est le cas de la Suisse. Pourtant, on peut se dire qu'en Suisse, le concept aurait dû être apprécié plus tôt car le tir de précision y est important et que la géographie montagneuse du pays fait qu'une arme à lunettes y soit très intéressante. Malgré cela, il faudra attendre les années 40 pour voir le premier fusil suisse à lunettes, le ZFK 31/42. Alors il porte assez mal son nom car en réalité il a été adopté en 1944 et sera fabriqué par la Waffenfabrik de Berne jusqu'en 1946. En fait, le ZFK 31/43 sera produit quasiment en même temps et le total des deux armes est de seulement 2240 exemplaires, ce qui en fait évidemment une arme rare, prisée des collectionneurs et assez chère, on va pas se mentir. Bon, si on regarde d'un peu plus près, en effet, on retrouve le K31. La lunette a été positionnée sur le côté gauche du boîtier, c'est assez particulier car il s'agit d'une toute petite lunette, vraiment collée au boîtier, et dont il faut relever l'extrémité comme une sorte de périscope pour pouvoir l'utiliser et viser à travers la lunette. Le fait que la lunette soit aussi petite et collée au boîtier, d'un point de vue ergonomie, c'est pas terrible du tout. En plus, pour la version 42, le grossissement est de seulement 1,8. Et la lunette, comme elle est collée au boîtier, n'est pas réglable. La seule chose que le tireur peut faire, c'est utiliser la hausse sur le dessus de la lunette, et qui permet de compenser la chute de la balle et de faire bouger le réticule. D'ailleurs, le réticule est un chevron, avec 2 barres latérales à l'horizontale. Personnellement, j'ai vu mieux. La version 43, si elle est globalement similaire dans son utilisation, dispose cette fois-ci d'un grossissement de 2,8. La petite hausse sur la lunette est, cette fois-ci, limitée à 700 mètres, contre 1000 pour le 42. Dans un cas comme dans l'autre, la lunette est plutôt faible, et on peut comprendre que le nombre d'armes produites ne soit pas élevé, car la lunette est plus une forme d'aide à la visée qu'une réelle lunette de fusil de tireur d'élite. Ou alors, c'est juste que les Suisses sont tellement bons tireurs que de toute façon, ils n'ont pas besoin de lunettes sur leur fusil pour bien viser. Bon, ça, je laisse nos amis suisses répondre dans les commentaires. Plus sérieusement, j'ai pas eu l'occasion de tirer avec ces armes, mais je peux vous dire que juste au ressenti d'avoir pu les manipuler, oui, la lunette est catastrophique à utiliser. Pire, elles vieillissent assez mal et ont tendance à devenir brumeuses. C'est pas lié au modèle que j'ai pu manipuler, c'est vraiment une constante qu'on retrouve sur la majorité de ces fusils. Ceci dit, si je pouvais en mettre un dans ma collection, j'hésiterais pas. Et on arrive au dernier de la lignée des armes à culasse rectiligne, et pour le coup qui est une arme de tireur d'élite, le ZFK 55, ou devrais-je dire le ZFK 31/55. Les modèles 42 et 43 ne donnant pas satisfaction, c'est un nouveau modèle qui est recherché à partir de 1955, pour être produit de 1957 à 1958. Encore une fois, la production n'est pas très élevée, et aujourd'hui ces armes sont très prisées sur le marché. Malheureusement pour moi, je ne peux pas vous montrer du tir avec, car on a tout simplement oublié d'emmener l'arme au stand. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce ZFK 55 ? Eh bien, une toute nouvelle arme dans la panoplie des armes suisses. Si le 55 reprend les lignes du K31, en réalité, il n'y aurait que 3 ou 4 pièces interchangeables, selon les sources. C'est bien un tout nouveau fusil qui a été développé. C'est même surprenant qu'en 1955, un pays décide de développer un fusil qui ne soit dédié qu'au tir de précision. J'en avais parlé dans ma vidéo sur le FRF1, mais la réalité c'est qu'à chaque fois, on prend l'arme du fantassin, on sélectionne les meilleurs exemplaires et on y colle une lunette. Si la base du FRF1 est celle du MAS 36, on peut se dire que c'est à peu près la même chose avec le K31 et le ZFK 55. On peut dire que oui, le système de culasse est similaire. Par contre, chose amusante, malgré une lunette qui est disposée sur le dessus, on peut quand même utiliser les clips. Et ça s'est rendu possible car le boîtier a été tourné de 15 degrés. Et donc on peut utiliser les clips, mais aussi l'éjection des étuis ne vient pas taper dans la lunette. Car sur les Schmitt Rubin et le K31, oui, les étuis sont éjectés à la verticale. Ensuite, le bois a été évidemment raccourci et la poignée pistolet améliorée. Sous le fût se situe un bipied dépliable et qui prend comme point d'équilibre le centre de l'arme. Le canon est plus lourd que sur le K31. Et un énorme compensateur est au bout du canon. Ce compensateur est directement inspiré de celui du FG42. La lunette est donc sur le dessus de l'arme, et surélevée avec un rail pour une meilleure prise de visée, et une cairn x 3,5. Une fois de plus, le grossissement n'est pas énorme. Néanmoins, la lunette est cette fois-ci réglable par le tireur. Quant au réticule, il fait penser au réticule allemand avec cette pointe au centre et les 2 barres horizontales sur les côtés. Même si l'arme dispose de qualités indéniables en cible, une fois de plus, elle sera assez rapidement écartée dans l'armée pour voir finalement les STG-57 équipés de lunettes qui devaient faire aussi bien le travail sans non plus amener la problématique d'avoir 2 armes différentes et donc 2 unités de production différentes.
Voilà, on y est à la fin de la vidéo. J'espère que cette rétrospective de l'armement suisse entre 1869 et aujourd'hui, avec le FAS 90, vous aura plu. Personnellement, ça faisait un moment que j'attendais de faire cette vidéo, car vraiment, j'adore les armes suisses. Et je trouve qu'elles sont injustement sous-estimées de la part des tireurs, alors qu'il s'agit de superbes armes et qui ont leur propre histoire. Si ça vous a plu, j'essaierai de faire la même chose pour les armes de poing. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé jusque-là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça aide à soutenir mon travail. Et je vous dis à très bientôt.